Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui est à 23 dans l'extrême peur. Du côté des marchés US, on se trouve toujours dans la zone de greed, mais à 61, on a perdu quelques points, je pense dû aux prises de parole de quelques barons de la Fed qui ont apparemment plutôt refroidi le marché. Mais je vous laisse découvrir ça dans le Zap. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour le dernier Zap de la semaine. Installez-vous confortablement, le Zap va commencer. Je vous souhaite un excellent week-end ainsi qu'une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Bon, apparemment, il y a un rebondissement sur l'affaire FTX. Ouais, bah, des rebondissements, c'est pas ce qui manque dans l'affaire FTX. Je sais pas si c'est la suite logique des choses, tu vois, mais disons que mois de décembre, sur le banc des accusés, le père Bankman, il va y avoir du nouveau, ça va bouger. Donc audience FTX au mois de décembre. D'accord, donc carrément là c'est une audience FTX qui va se tenir là-bas. Oui, je vois, c'est le House of Financial Services Committee qui voudrait entendre les dirigeants de Alameda et de FTX. Suite à l'effondrement, pour juger des conséquences sur l'univers crypto, quoi. Donc ils vont entendre SBF à la suite de ça. Justement, c'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce qu'ils vont vraiment les entendre? Parce que SBF, il n'est pas aux Bahamas là? Est-ce qu'il est obligé de venir? Ça justement, le truc en fait c'est je pense qu'ils vont vraiment mettre le point sur l'effet qu'il y ait plus d'1 million d'utilisateurs qui se sont vus lésés, tu vois, et qui pour beaucoup ont perdu les économies et surtout pour les employés d'FTX eux-mêmes, tu vois. Il y a un contrat d'extradition avec les Bahamas? Je pense pas. Bah voilà, c'est là tout le problème. Ils aimeraient bien l'entendre, mais je pense que si lui il a pas envie d'être entendu, il va continuer à faire ses tweets qui commencent par what et il va faire des lettres après. Il va faire un revue. C'est vrai qu'il a l'air totalement en détente en ce moment, mais bon, je pense qu'il va pas trop falloir que ça traîne, mais qu'on va commencer à s'occuper à ses petites côtes et qu'il aura forcément des comptes à rendre. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, quoi. J'ai fait une petite game tout à l'heure avec lui sur League of Legends. Il m'a dit que tout va bien, que les fonds étaient safe. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est Genesis. Ça m'inquiète parce que c'est un acteur qui est central, hein, qui est vraiment, vous savez, au moment de Celsius, je vous avais montré ce chart qui était assez bien fait parce qu'il montrait un peu l'écosystème. Et ce qu'il faut bien comprendre dans la CeFi, donc là, on est dans la finance centralisée, c'est-à-dire les acteurs centralisés mais qui sont dédiés aux cryptos. C'est tout un écosystème. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces écosystèmes dont on n'entend pas beaucoup parler en fait, à part les plus connus, mais avant la crise dans laquelle on est, qui connaissait Digital Currency Group, qui connaissait Genesis, qui connaissait Three Arrows Capital, en fait quasiment personne. Et parce que en fait eux ils sont dans l'ombre et ils échangent, ils font circuler des flux, ce sont les gros instits. Et Genesis est au centre de ça en fait. C'est même un des plus gros en fait. Et donc il avait reçu des loans de Celsius, mais lui il en a fait aussi. Et en fait ce qui se passe généralement c'est qu'ils se prêtent des stablecoins et ils échangent. Alors soit ils reçoivent en sec des prêts secs, soit généralement ce qui se fait comme dans la finance traditionnelle, c'est qu'on fait du prêt-emprunt, c'est-à-dire qu'on prête soit des titres, donc là en l'occurrence par exemple des stablecoins, et en échange on va recevoir du collatéral, donc sous forme d'Ether, de Bitcoin, et ce qu'on appelle donc ces deux pattes du prêt-emprunt sont valorisées tous les jours, on appelle ça du mark-to-market, et donc voilà, elles sont valorisées le matin et le soir, et finalement les deux trades sont ajustés. Vous voyez, si jamais, par exemple, la valeur du collatéral a bougé, eh bien, on va se rééchanger des stablecoins. On va redonner, on va ajuster pour que les deux soient toujours égalitaires, qu'il n'y ait pas de risque de contrepartie. On s'aperçoit, en fait, dans la réalité, qu'il y en a plein qui ont fait des échanges, qui ont fait des prêts secs, c'est-à-dire sans collatéral, ce qui est absolument hallucinant, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une contagion de bilan. C'est parce que quand il y en a un qui va mal, qui suspend les retraits, comme c'est le cas avec Genesis, eh bien, il entraîne tout le monde il impacte immédiatement le bilan de tous les autres. Vous voyez, si Genesis avait prêté des stablecoins et Celsius lui avait donné des Ethers, s'il y en a un qui fait défaut, il garde le collatéral, puis c'est tout. C'est comme ça que ça se passe dans la finance traditionnelle. Et au final, on s'aperçoit que c'est pas le cas, c'est pas la norme, c'est pas la règle dans la CeFi actuellement. Et c'est pour ça qu'on a une contagion qui est extrêmement rapide et qui est super violente. Et le fait qu'on ait un acteur aussi important que Genesis, qui est central, c'est le plus gros prêteur de liquidité, qui commence à vaciller, c'est super inquiétant. C'est super inquiétant pour
pour les autres. Bon, sur Hero Capital, ils sont déjà partis, mais en fait, Genesis, là, en fait, c'était pour montrer sur Hero Capital, l'écosystème sur Hero Capital, mais si on montre l'écosystème Genesis, il est pareil, voire plus grand, en fait, que ça. C'est-à-dire, ils ont prêté partout, ils ont reçu des loans de partout, mais beaucoup plus, en fait, que sur Hero Capital. Et on voit d'ailleurs FTX, eux, qui avaient investi dans BlockFi, qui avaient aussi échangé des loans avec Voyager. Voyager, d'ailleurs, qui est en train d'être acheté par Binance, hein, soit dit en passant. Mais donc, voilà, Genesis se retrouve au cœur du truc, et ce qui m'inquiète particulièrement, et bon, je veux pas non plus faire du FUD, ça se trouve, ça va aller, mais bon, on est en droit quand même de se poser des questions, là. On a Grégory Raymond qui nous donne l'information que CoinHouse, qui est une société française qui a enregistré auprès de l'AMF, ils ont l'enregistrement paysan qui va bien, et ben ils ont suspendu jusqu'à nouvel ordre les retraits de leurs livrets crypto. C'était des livrets où ils pouvaient mettre des cryptos, avoir des taux d'intérêt assez intéressants, entre 6% annuels sur les cryptos. Ils ont bloqué tout ça. Pourquoi? Parce qu'une partie de leurs livrets était investie chez Genesis, et comme Genesis a bloqué les retraits, ben ils ne peuvent plus retirer l'argent. Faut savoir que Genesis a représenté jusqu'à 40% de leurs livrets, donc ce qui est quelque chose d'assez énorme, et que ils étaient aussi exposés à FTX, à hauteur de 20% de leur livret Ether et 5% sur les autres, et la perte associée à FTX, CoinHouse a décidé de de couvrir cette perte avec leurs fonds propres. Mais quand ils ont vu que Genesis aussi avait 40% d'exposition à Genesis, ils ne peuvent pas, a priori, ou ils ne veulent pas couvrir tout ça tout de suite. Donc pour l'instant, ils ont dit on suspend tout ça. Et encore une fois, ça montre que l'affaire FTX va avoir de nombreux impacts. Enfin, le trading du coin parmi les victimes collatérales du FTX. Et là, justement, ça permet de préciser une chose, et ils le disent, hein. Le JDC, comme de nombreux médias, fonctionne sur un modèle économique reposant sur le contenu sponsorisé. Vous savez très très bien, et j'en profite, ce n'est pas pour en profiter sur cette actualité, mais de repréciser qu'à titre personnel, je ne ferai jamais de partenariat rémunéré, parce que forcément, ça fausse la relation qu'on peut avoir. En tous les cas, sur mon média, Crypto pour tous, il n'y aura jamais de partenariat rémunéré, parce qu'il le précise, il ne s'en cache pas, comme le précise Grégory Guittard. Ainsi, FTX faisait partie des annonceurs les plus présents sur le site au travers de nombreuses campagnes promotionnelles, renouvelées, comme le rappelle le trade. Donc, ils vivaient énormément de ça. Ces campagnes ont visé la promotion aussi bien de l'exchange que des projets comme Solana. Ça veut dire qu'ils poussaient énormément Solana, parce qu'ils étaient rémunérés par Solana. Et donc, vous voyez bien que tout ça, à un moment donné, on est en train d'atteindre les limites de ce modèle-là. J'en suis désolé pour eux, pour le trading du coin, pour le journal du coin. C'est pareil pour beaucoup de youtubeurs, parce que, faut être clair, on ne gagne pas sa vie avec le nombre de vues et tout ça sur YouTube, mais à un moment donné, ce sont des positionnements très tranchés que vous prenez ou pas. Je pense être l'un des seuls à avoir pris cette décision. J'ai réfléchi pendant des mois avant de prendre cette décision, parce que la facilité, même quand on est petit youtubeur, c'est d'aller chercher plein de petits partenariats rémunérés, où on reçoit des milliers d'euros assez simplement, même si on est petit youtubeur. Et là, il le précise, rappelle le caractère indispensable de ces campagnes, mais en même temps, pour moi, ce n'est que mon avis encore une fois, ça fausse complètement la relation. Parce qu'il faut pas oublier que, encore récemment, il faisait encore beaucoup la pub d'FTX. Certains lecteurs du média se sont en effet récemment offusqués de cette omniprésence d'FTX sur le média, au vu des récents événements. FTX a été le plus gros client du média en 2022, comme le rappelle ce trade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est FTX qui finançait ce journal, et donc, ils mettaient de la pub FTX à tous les niveaux. Et donc, à un moment donné, je suis désolé, mais on perd son âme quand on commence à faire ça. Alan qui nous dit, tu vois, toi tu penses que tu as le Bitcoin dans les cryptos et à côté tu as la fiat, tu vois, tout ce qui est dollars, euros et toutes les monnaies fiduciaires. Mais en fait, la réalité, c'est que tu as les cryptos et fiat, c'est la même merde, et tu as Bitcoin qui est à côté, c'est pas pareil. Voilà. D'un côté, il a raison. Bitcoin, il faut quand même se souvenir que c'est l'asset décentralisé au monde. Les bitcoins, je vais te dire ce que je pense, hein, mais ça n'engage que moi. Chacun pense ce qu'il veut, hein, c'est tout à fait normal. Pour moi, le bitcoin, il est numéro 1 loin devant tout le monde. Pourquoi? Parce que déjà, il est représenté par personne. Satoshi Nakamoto, il n'est plus là. Par exemple, le TH. Moi, j'adore le TH, j'ai beaucoup de TH. Imagine qu'un jour, il arrive quelque chose à Vitalik. Imagine que Vitalik il va faire du ski, il meurt. Imagine que Vitalik, il se fait braquer, il meurt. Imagine que Vitalik, il pète un câble, il sniffe de la coque, et puis il fait des trucs de fou. Voilà. Donc, si tu veux, comme tu as une personnalité tout au-dessus qui est le patron, le président, le CEO, voilà, the boss, par exemple là de TH, s'il arrive quelque chose au boss, ben hop,
ça va prendre cher. Ça va prendre cher. Tu vois, ça peut être court terme, mais ça va prendre cher. Déjà, tu as ça. Le Bitcoin, il n'y a rien. Personne ne va prendre cher. Alors, si quelqu'un prend cher, c'est quelqu'un qui a beaucoup de Bitcoin. Mais il n'y a pas une entité qui dit que s'il meurt, demain, le Bitcoin, il prend cher. Il n'y a pas ça. Tandis que Vitalik, oui, il peut crever. Niveau décentralisation, le Bitcoin, c'est totalement décentralisé. Totalement à mort. Pour tuer le Bitcoin, c'est mission impossible. Le TH, c'est pas trop décentralisé. Avec les nœuds, il y a peu d'entités qui ont beaucoup de nœuds. Le TH, tu peux faire des trucs. Alors, plus tard, il va être décentralisé. Lorsqu'on aura d'autres mises à jour, il va être décentralisé parce qu'ils vont baisser le coût pour miner de l'ETH. Bientôt, comme il a dit Vitalik dans l'interview, n'importe qui avec un téléphone pourra miner de l'ETH. Ça sera très facile. Il ne faudra pas avoir 32 ETH. Il n'aura pas besoin de ça. Son but, lui, c'est que ça soit décentralisé à mort aussi, l'ETH. Que n'importe qui avec un petit truc pour être validateur et mineur d'ETH. Bon. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc voilà, donc je suis d'accord sur le fait que Bitcoin, c'est le patron. Et moi, le tort que j'ai eu dans ce bear market, c'est de ne pas avoir assez de Bitcoin. Alors, c'est facile de le dire que déjà, le rouge est passé et que tous les altcoins ont pris plus que les enfers. Tout à fait d'accord. Je dis juste que moi, par exemple, je retiens mes erreurs. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai acheté trop d'altcoins. Tous ces altcoins sont aux enfers et de damnation et que j'ai pas acheté assez de Bitcoin alors que j'aurais dû être dans le patron en premier, dans le Bitcoin en premier. Bon, voilà. Il faut retenir ses erreurs. Il faut retenir ses erreurs. Après, tu vas venir, c'est logique, Foufi. Lorsqu'il y a un bear market, celui qui prend le moins cher, ça a été le Bitcoin, ça a toujours été le Bitcoin. Tout à fait logique, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc moi, voilà, je fais des erreurs. Moi, j'essaye de modifier un peu mon portefeuille en fonction de ces erreurs. Voilà. Il faut surtout se remettre en question. Est-ce que je fais bien tout ça? Il faut, voilà, je vais faire réfléchir intelligemment et puis réfléchir posément. Voilà. Et pas se dire et pas avoir peur de se remettre en question, dire alors quelle connerie j'ai fait. Alors je vais un peu essayer de rediriger mon bateau pour qu'il tangue moins, qu'il aille mieux tout droit. Bon. Champagne Sao aux investisseurs crypto-monnaies, gardez vos actifs, mais n'achetez pas. Donc CZ, il vient de dire à tout le monde ce que je vous ai dit tout à l'heure. Gardez vos actifs, mais n'achetez pas. Il vous dit en gros que dans une période comme on est aujourd'hui, il faut faire très attention. Alors moi, je vais dire la même chose. Et ce n'est pas des conseils d'investissement que je fais du tout. Attention, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je suis un conseiller de potes. Et voilà, je vous dis à vous ce que je dirais à n'importe quel pote, quoi que ce soit. Évidemment, il a raison, en ce moment, il faut faire très très attention. Mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Gardez vos actifs, mais n'achetez pas. Hein, il dit, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de racheter des entreprises au moment où tout le monde se casse la gueule. Parce qu'il y a une chose qui est quand même très très importante qu'il faut comprendre. C'est au moment où tout va mal que la plupart des gens très riches rachètent des choses. Ils n'attendent pas que ça soit là-haut pour acheter, comme font la plupart des gens qui ne sont pas dans la finance, qui ne comprennent pas bien, ou qui rentrent tard, et qui ne comprennent pas bien souvent, hein, qui n'ont pas essayé à écouter mes vidéos. Allez, je plaisante, je rigole. Mais c'est pas quand tout sera remonté très haut qu'il faudra acheter, évidemment, parce que par la suite, il y aura des petites baisses, comme il y a toujours, parce que ça fait comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, même quand ça monte. Hein. Eh bien voilà, ils rachètent quand le monde va mal, quand tout va mal, quand tout le monde s'effondre, quand les entreprises ont besoin. Vous pensez que CZ, il veut racheter Genesis, vous pensez que Genesis, il y a, je sais pas, X mois en arrière, il aurait été vendeur ou quoi que ce soit? Bah bien sûr que non. Et CZ, il aurait été acheteur? Bah bien sûr que non, parce que ça aurait été trop cher, où il n'y avait aucun intérêt. Tandis qu'aujourd'hui, il voit les faiblesses quelque part, il jette dessus. C'est normal, hein, c'est un loup, c'est un renard. Non, c'est un loup. Ou c'est un renard, parce qu'il est malin quand même, ce mec. Hein. Il est quand même malin. Puis encore une fois, je ne jette pas la pierre, hein, c'est le business, il est comme ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut juste comprendre le business. Et voilà. Et des périodes très 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 basses comme on est, où d'un seul coup le marché s'effondre, il y a sûrement des choses à acheter. Pourquoi? Parce qu'elles vont remonter par le futur. Mais en revanche, il faut bien les comprendre. Il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon vous allez perdre encore plus. Encore une fois, je le dis, ce qui descend, mais à un moment donné, ça risque de s'enterrer. Hein. On risque plus jamais de remonter. Donc, il faut être prudent. Il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut apprendre. Voilà, mes amis. D'ailleurs, en parlant du Salvador, on a Nayib Bukele qui annonce que son pays achètera désormais un bitcoin tous les jours à compter de demain. En effet, malgré les critiques montrant du doigt la faible adoption du bitcoin par la population salvadorienne, le gouvernement renouvelle sa confiance dans la reine des cryptos en annonçant cette opération d'investissement. Et alors que le pays possède actuellement 2381 BTC, soit quasiment 40 millions de dollars au cours actuel, elle va ainsi faire grossir ses réserves grâce à ce DCA qui va leur permettre d'abaisser leur prix moyen d'achat.
Là, j'ai une question de prospective. C'est ce marché du mining de Bitcoin. Vous le voyez où dans 5, 10, 20 ans? Est-ce qu'on aura exactement le même débat, c'est-à-dire que rien n'aura changé? Ou alors ce sera une évidence que Bitcoin est vertueux et que ça profite aux énergies renouvelables, donc les gens se battront pour que les États, que des mineurs aillent s'installer chez eux, ou finalement Bitcoin n'existera plus, ça sera zéro, on est foutu? Je ne le pense pas. Sur le mining, en fait, il y a vraiment quelque chose de clé et qui est peut-être pas si facile à saisir, c'est que l'énergie, en fait, quand on dit que c'est au centre, la croissance économique, c'est de l'énergie transformée. C'est la première limite. Je veux dire, sans énergie, il ne se passe rien. Et la main-d'œuvre, les matières premières, etc., c'est du second ordre et du troisième ordre derrière l'énergie. Donc, Bitcoin est au centre de ce sujet parce que en fait, le Bitcoin, le mining téléporte la valeur. À un moment, j'y discuté, c'était Charles Sana. Et quand on discutait de Bitcoin, puis il n'était pas très convaincu. Il me disait, alors ton truc, c'est de mettre des machines au Congo pour miner un machin qui n'existe pas, pour l'envoyer dans l'espace et pour le revendre à New York. Je fais, t'as tout compris, mec. Et en fait, ça veut dire que la valeur, on téléporte la valeur sur des endroits inefficients et inaccessibles. Donc, c'est aussi un outil de développement pour des zones et des pays, bien souvent, qui n'intéressent personne ou qui sont délaissés. Et donc, il est doublement au centre de l'actualité par l'énergie et par le rapport de force qui s'installe et qui va arriver entre cette fameuse moitié du monde qui n'a pas voté les sanctions contre la Russie et cette moitié du monde qui a voté, donc occidental, qui a voté les sanctions contre la Russie. Il y a deux mondes qui vivent dans des planètes différentes et Bitcoin est un lien, en fait, entre ces deux mondes sur le plan énergétique et sur le plan de développement économique. En fait, c'est vraiment mindfuck. Je vous résume un tout petit peu la situation. Christopher Waller et Marie Daly, la vice-présidente de la Fed, donc tous les deux responsables très importants de la Réserve fédérale américaine, ont plaidé dans la semaine pour une poursuite du durcissement monétaire. Et on a notre épouvantail bearish, James Bullard, le président de l'antenne de Saint-Louis, qui lui a déclaré jeudi que les taux devraient monter de 5 à 7% pour être suffisamment restrictifs et calmer l'inflation. Or, dans toutes les projections des économistes et chez les financiers, on s'attendait plutôt à 5% maximum vers juin 2023. Et on a James Bullard qui arrive, qui met les pieds dans le plat et qui dit ce sera plutôt entre 5 à 7%. Donc du coup, le message qu'on voit à la Fed, parce qu'elle a tout de même envoyé, j'allais dire, 3 de ses membres, et pas les moins importants, en première ligne cette semaine, le message que souhaite que les marchés entendent, c'est qu'il ne faut pas considérer que les conditions financières vont s'assouplir de manière prématurée. On en a encore pour toute la fin d'année, ça on le savait, et pour toute l'année 2023 avec des taux américains qui devraient monter entre 5 et 7%, ce qui est énorme. À l'opposé de cela, on a en Europe les responsables de la BCE qui sont un petit peu plus partagés. Bon, ils ne savent pas trop quoi faire en fait, sur l'opportunité d'une accélération du resserrement monétaire qui, je vous rappelle, est au-delà de 2%. Donc on parle sur de 5 à 7% sur les États-Unis d'Amérique, et en Europe, en Union européenne, on parle de 2%, et au-delà, on hésite énormément. Vous avez des taux américains, et là, ça fait flipper, mais vous avez des taux à 30 ans qui sont en dessous des taux directeurs, qui sont à 4%. Le taux à 30 ans, il est à 3,87. Mais surtout, vous avez le taux à 3 mois, qui lui est en train d'aller pricer du 4,50 pour décembre. Et vous avez un taux 30 ans à 3,87. Ça veut dire que là, on a une vraie inversion de courbe. Ici, j'ai le spread. On a clairement là un taux, une courbe des taux inversée. Vous avez le taux à 3 mois au-dessus du taux à 30 ans. C'est catastrophique. Clairement, c'est catastrophique. En zone euro, ici, pour le coup, ça commence aussi à être le cas, où le taux 30 ans, il est sous le taux directeur. C'est-à-dire que le taux 30 ans, actuellement, en Europe, il est en dessous de 2%, normalement, si je dis pas de bêtises. Mince, c'est là. Du coup, on regarde, là, j'ai des taux européens. Le taux directeur, il est à 2, le taux à 30 ans, il est à 1,94. Ça, pareil, c'est risque de récession aussi, ça dure comme ça. Donc, c'est très, très, très négatif, c'est catastrophique même.
Du coup, comment avoir des méga tendances haussières sur les indices américains et sur les indices européens avec une courbe des taux inversée? Très bizarre. Pour ça que il y a des chances que le top puisse être ici. Ok, maintenant un truc qui m'indique que possiblement peut-être c'est pas le top, il est pas là, peut-être qu'il sera plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a JP Morgan qui a dit oui, ça serait le temps de prendre des profits depuis ce rallye haussier. Genre JP Morgan qui va dire aux gens de vendre ici. Très bizarre. Du coup, ça, c'est le seul truc suspect. Le fait aussi que les gens soient bearish sur l'euro et le GBP et qu'ils soient bearish aussi sur les indices européens m'invite à penser qu'on puisse pousser un petit peu plus que ça. Maintenant, techniquement, c'est les signes de retournement que ça se retourne et JP Morgan aura fait un bon call, hein, à moins qu'on soit en train de faire ça, que du coup, on leur a dit de vendre ici, mais le marché va plus haut derrière. Ça peut être une éventualité. Et qu'on essaye de réaccumuler ce marché. Pourquoi pas? Mais là où je veux en venir, c'est que ici déjà, s'il y a bien un niveau, on doit se retourner, c'est là. S'il y a des patterns de retournement, ok, c'est bearish, on se retournera. Et à ce moment-là, on reviendra tester les supports et on verra ce qu'il en est. Mais dans un monde où, comme j'ai dit, ça fait plusieurs jours ou semaines que je le dis, dans un monde où il y a une courbe des taux inversée, je m'attends pas du tout à ce que, c'est bon, le bottom définitif, il est là, to the moon, on est reparti, allez, on reprend le bull market. Non. Un piège, si c'est un mouvement haussier, du coup des retours, même dans les zones de rechargement de short, voire même comme Bitcoin, un fake ATH pour aller faire ça derrière, m'étonnerait pas. Mais qu'on soit déjà de nouveau en train de déclencher un nouveau marché haussier parce que la hausse des taux est ralentie, ça j'y crois, mais j'y crois moyen. Alors quand vous regardez le graphique qui s'affiche à l'instant, eh bien vous avez le nombre de fois où cette inversion de la courbe des taux s'est produite aux États-Unis. Et donc vous voyez, alors c'est assez facile à voir, hein, on retrouve toutes les belles périodes de nos vies de traders ces 30 ou 40 dernières années avec... le double dip de la récession dans les années 78-80. Après, on a eu encore derrière la tech, l'effondrement de la bulle Internet dans les années 2000-2002, et puis la crise des subprimes en 2006-2008. Et donc voilà, vous voyez que globalement, chaque fois qu'on arrive à ces niveaux de 70% de moyenne d'inversion de la courbe des taux, eh bien, on se retrouve dans une situation très compliquée qui nous dit que quelques mois plus tard, on sera inévitablement en récession. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux chiffres qui nous arrivent gentiment, par rapport aux commentaires qui sont faits régulièrement, on a encore eu un commentaire de la part de monsieur Jeff Bezos qui a recommandé hier au peuple américain de ne pas dépenser d'argent et de garder leur cash parce qu'il prévoit des temps très très difficiles. Le mec, il a la plus grosse boîte de vente de détail du monde et il vient vous dire non les gars, dépensez pas votre fric parce que ça risque de mal tourner. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de signaux qui nous disent qu'on va en direction d'une récession, et on sait aussi qu'historiquement parlant, dans les phases de récession, eh bien, on va aller chercher les plus bas, et les marchés vont être encore assez dépressifs. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, et qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que si récession il y a dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, peu importe, eh bien à ce moment-là, on va devoir refaire une phase baissière. Et ce qui nous amène au graphique suivant que vous avez devant les yeux à l'instant, et ça c'est un graphique, alors j'aime beaucoup ce genre de graphique parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les marchés financiers quand ça va mal. Alors vous voyez la ligne blanche que vous avez sous les yeux, c'est le S&P 500 aujourd'hui. Et la ligne verte, c'est le S&P 500 lors de l'effondrement de l'immobilier en 2008 quand il y a eu la faillite de Lehman Brothers. Alors vous voyez qu'on peut faire une espèce de superposition de ces deux indices qui laisserait supposer que potentiellement, eh bien, à un certain moment, on pourrait faire la même chose. Alors là, on voit très bien qu'avec notre ligne blanche, on est encore un peu en retard et que le prochain move, dans les 2-3 mois qui viennent, eh bien, c'est un sacré bout de chemin plus bas. Alors, globalement, ça fait peur quand c'est présenté comme ça. Après, si vous prenez un peu les graphiques historiques que vous pouvez comparer comme ça, eh bien, vous verrez que c'est assez facile, globalement, de superposer des charts et que ça n'a absolument aucune crédibilité whatsoever. Ça ne représente pas grand-chose, mais ça sert à faire angoisser les gens toujours un petit peu plus. On voit qu'on est sur un début de latéralisation potentiellement sur le dollar index. Donc par latéralisation, j'entends, là on a drop, donc on va potentiellement revenir tâter les sommets pour valider le drop avant, dans plusieurs semaines, d'avoir une direction franche. Mais bon, on est quand même sur un sommet de marché, il est clair, il est là. Ce qui normalement devrait être bon pour les entreprises. À voir maintenant ce que va décider la Fed aussi avec le QT et tout ça, mais pour sauver un peu les boîtes, il va falloir réinjecter du cash de toute façon. Je dirais qu'il serait quand même raisonnable de penser que il faille reconquérir les 18 000 et quelques
avant d'envisager passer haussier long terme sur le Bitcoin. Et c'est mal barré en fait. Exactement comme je vous avais dit la dernière fois dans ma dernière vidéo, j'ai envie d'être bull, et après quand j'explique que j'ai envie d'être bull, le constat c'est qu'on est dans la Bollinger, et la Bollinger en général c'est glissade vers le bas. L'idée n'a pas changé. Si on veut annuler la glissade vers le bas, il nous faudrait une clôture dans les 18 400, 19 000. Ça n'enlèverait pas les plus bas sommets, plus bas creux de l'équation, hein. Mais pour certains acteurs, ça pourrait dire ouf, ce n'était qu'un spring de Wyckoff. Ça veut dire ici, vous voyez, petite accumulation. On va chercher la liquidité, on réintègre. Ceci n'était qu'une déviation, un affreux cauchemar, et hop, YOLO. Voilà. C'est improbable que ça arrive. Super, super improbable que ça arrive. Maintenant, tout peut arriver. Mais voilà. Sachez que avant ça, se positionner long terme sur le Bitcoin en disant tout va bien se passer, c'est bon, on croise les doigts et tout. Ici, c'est la confirmation d'une cassure, d'une tendance baissière, d'un support. C'est la confirmation et l'acceptation avec une belle bougie weekly. Et pour l'instant, le prix ne réagit pas tant que ça, voire quasiment rien du tout. Donc, on est clairement dans une acceptation baissière ici du mouvement. Et avec l'impact que peut avoir le Bitcoin sur l'ensemble des cryptos, c'est pas bon signe pour l'ensemble des cryptos. Voilà. Maintenant, comment trouver justement un bottom? Vous vous positionnez plutôt sur du weekly, une bougie égale une semaine, et vous attendez de voir des structures. Des structures, c'est quoi? C'est des structures en W, comme ça par exemple, où vous voyez que pendant plusieurs semaines justement, on ne passe pas certains prix, donc il y a vraiment de l'accumulation, des gens qui pendant plusieurs semaines accumulent les bas prix, on n'arrive pas à passer en dessous, et là à chaque fois vous allez pouvoir finalement, ça va commencer à augmenter, et d'un coup ça va partir. Ça c'est l'accumulation de petites tendances haussières, où à chaque fois on fait une tendance haussière, on passe, on maintient la tendance haussière pour en faire une nouvelle, et finalement ce qui fait que sur du weekly, on a des structures qui s'accumulent bullish, et ce qu'on n'a pas du tout sur la chart ici. Donc quelqu'un qui parle de bottom ici, c'est beaucoup trop précoce, vous le voyez, ça j'en parlais dans la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir sur Bitcoin, je vous parlais de cette moyenne mobile verte. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc on fait des tendances pendant plusieurs semaines, on échoue, on tend, on échoue, on tend, on échoue. Et là, on pouvait peut-être passer au-dessus, ok, mais pas moyen, l'affaire avec FTX, etc. Et donc maintenant, on attend de voir ce qui va se passer. Mais vous voyez que ici, ce dessin-là, on ne l'a pas du tout ici en weekly, on n'a rien qui est créé. Donc parler d'un bottom juste ici sur une bougie, c'est vraiment précoce, c'est très hasardeux, et donc on peut largement attendre que le prix derrière se dessine, nous fasse par exemple quelque chose comme ça, on recasse un petit peu les résistances dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, on repasse et ainsi de suite, et là du coup derrière on aura vraiment plus de sécurité à investir et pour que ça parte à la hausse. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur comment définir une tendance haussière et la différencier d'un bottom, et ce qu'il faut faire justement pour juger d'un bottom, ce qu'il faut analyser pour juger d'un bottom sur le marché. L'info vient de tomber également chez Cryptost, la NFT Paris, donc le prochain événement majeur de NFT en France, ce sera à Paris et ce sera le 24 et le 25 février 2023, donc soyez bien au rendez-vous. Ce que beaucoup de joueurs pensent, c'est que s'ils jouent à un jeu et qu'ils achètent des NFT dans ce jeu, si jamais le jeu coule, qu'il met la clé sous la porte, eh bien ils auront perdu de l'argent. Et en fait, ce qui est amusant là-dedans, c'est toute la psychologie des joueurs autour des NFT. Puisque s'ils achètent un skin NFT et que le jeu coule, ils vont se dire putain, j'aurais pu le revendre, alors que là, du coup, vu que le jeu a coulé, bah du coup, mon skin ne vaut plus rien parce que plus personne n'en veut, et du coup, j'ai perdu de l'argent. Alors que dans un jeu classique avec un skin non NFT, inconsciemment, il va se dire, ouais, bah en fait, de toute façon, j'aurais pas pu le revendre, donc j'ai pas perdu d'argent au final. Alors qu'en réalité, dans un jeu classique, chaque euro mis dans un skin non NFT est un euro perdu qu'on ne reverra jamais. Alors que dans un jeu avec des skins NFT, chaque euro mis, on peut peut-être un jour le revoir quand on décide de revendre notre NFT, on peut en tout cas en récupérer une partie. Et le biais psychologique, en fait, il est là, c'est de se dire, ok, là j'ai acheté quelque chose que je peux revendre, et si je n'arrive pas à le revendre, alors cet argent, je l'ai perdu. Alors que de l'autre côté, un skin non NFT, on l'achète, et d'office, on part du principe que cet argent, on ne le reverra jamais, et donc si notre skin, on ne peut plus s'en servir, on n'aura pas l'impression d'avoir perdu de l'argent, puisque dans tous les cas, on n'aurait pas pu le revendre. Et ce biais chez certains joueurs, il est poussé vraiment à l'extrême, et là je vous jure que c'est vrai, mais souvent dans les commentaires, les débats que je vois sur Twitter ou
quoi. Je vois des joueurs qui sont contre les NFT dans les jeux vidéo, qui me disent ouais, les NFT dans le jeu vidéo et tout, ça va apporter de la spéculation. Et en plus, si j'achète un skin NFT, je serai pas sûr de pouvoir le revendre plus cher. Sous-entendu, je suis pas sûr de pouvoir spéculer dessus. Et du coup, ces joueurs-là, s'ils achètent un skin 10 balles qui n'est pas un NFT et qu'ils ne pourront jamais revendre, et ben ils n'auront pas l'impression d'avoir perdu 10 €. Alors que s'ils achètent un skin NFT à 10 € et qu'ils le revendent plus tard à 6 €, eh bien ils auront l'impression d'avoir perdu 4 €. Alors que si vous avez poursuivi vos études après le CP, vous vous rendez quand même bien compte qu'on perd moins d'argent avec des skins NFT qu'avec des skins non NFT. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.